Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau rendez-vous proposé par l'Express Franchise Commerce et Associés. Et aujourd'hui, Classe Affaires et nos avocats. C'est un partenariat, ce live. Alors, le thème de ce rendez-vous, c'est se lancer au Québec lorsqu'on est franchiseur français. Le marché québécois représente une opportunité stratégique pour les franchiseurs français. Mais pour réussir, il ne suffit pas, vous le verrez, d'exporter un modèle. Il faut comprendre les spécificités locales, les contraintes juridiques et fiscales, et puis évidemment maîtriser les clés du développement d'un réseau sur ce territoire. Alors pour nous éclairer sur les spécificités du marché québécois, on a la chance d'avoir avec nous en ce début d'après-midi deux experts de la question. Des experts que je vous présente tout de suite. On a Xavier Chambon. Bonjour Xavier. Bonjour, bonjour à tous. Président fondateur de Classe Affaires, et vous êtes expert en commerce de détail et franchise. Et puis on a également avec nous Alexandre Normandin-Lucier. Bonjour Alexandre. Alexandre, vous êtes avocat en droit des affaires, membre du barreau du Québec et membre du barreau de Paris. Vous êtes tous les deux au Québec, vous êtes tous les deux à Montréal. Vous connaissez très 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 bien évidemment ce marché. Xavier, il est quelle heure là à Montréal? Ah bah il est 9 h du matin. On n'a que Bon, vous 5 êtes heures un... d'écart là. Donc on ouais, s'est un vous peu êtes un... rapproché, on change d'heure dans 2 semaines. Là. Vous changez d'heure dans 2 semaines. Ouais, Bon, ouais, eh ben, super. Merci d'être aussi matinal avec nous. Voilà, pour nous, avec c'est plaisir. le début d'après-midi. Alors, ce rendez-vous, on souhaite qu'il soit interactif. Comment interagir avec nous? C'est très simple. Vous avez à votre droite le petit onglet chat. Vous cliquez dessus et puis vous arrivez évidemment dans un espace donc classique d'échange où vous pouvez envoyer vos messages. Vous pouvez envoyer également vos questions. D'ailleurs, on aimerait bien aussi savoir un petit peu, parce que vous êtes très nombreux à vous être connectés là en ce début d'après-midi, savoir un petit peu ce que vous attendez de ce rendez-vous, si vous avez des questions ou des points précis à aborder. Et puis, on a également un onglet sondage. Voilà, sondage, vous pouvez cliquer dessus. Fanelli, qui est la modératrice de ce live cet après-midi, va vous justement lancer un premier sondage, publier un premier sondage pour savoir un petit peu dans quel secteur vous venez. C'est important aussi, ça va nous permettre aussi d'ajuster, puis peut-être aussi d'aborder certains points avec Xavier et Alexandre. Lorsque vous venez du secteur de la food, service à la personne, service aux entreprises, mode, maison, automobile, vous les découvrez tous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à voter, c'est important. Voilà. Allez, c'est parti. Encore une fois, soyez les bienvenus et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live. On voulait, dans un premier temps, peut-être faire connaissance avec vous, Xavier et Alexandre, avec notamment vos structures respectives. Xavier, on commence avec vous. Vous allez nous présenter Classe Affaires en quelques mots. Oui, merci beaucoup Christophe. Écoutez, bienvenue, bonjour. Donc moi, Classe Affaires, c'est une société d'accompagnement à l'international qui existe depuis 2016. Moi-même, j'ai immigré de France en 2007 et donc je suis toujours en fait en accompagnement avec la plupart que ce soit de la franchise, mais pas que ça. On a pas mal d'entrepreneurs, leurs familles, d'entreprises. On fait beaucoup d'acquisitions également. Donc le Canada est un projet, je dirais, plutôt attractif de l'autre côté de l'Atlantique. On l'a fait nous-mêmes avec notre famille. Par contre, il faut bien évidemment s'y préparer. Donc c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. Et moi, ma casquette, elle est plus franchise, puisque je suis aussi président du conseil d'administration du Conseil québécois de la franchise. Donc, cet organisme qui s'apparente un peu à la Fédération française de la franchise. Merci, Xavier. Même question, Alexandre. On a un problème de micro, Alexandre. Est-ce que vous avez ouvert votre micro? Manifestement, oui. Alexandre? On a un petit souci de micro avec Alexandre. Bon, Alexandre, on va vous laisser régler ce petit souci de micro. On va voir notamment que Fanelli, on va arranger tout ça dans un instant. On vient juste vers vous après. Alexandre, peut-être Xavier, on va commencer par poser un peu le décor et puis Oui, s'interroger sur justement le contexte et le marché de la franchise au Canada. On va commencer par au Canada volontairement parce que le Canada, eh bien, c'est pas que le Québec, c'est aussi 10 provinces et évidemment, il y a quelques particularités. voilà, exactement. Alors, peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, en fait, pour ceux qui ne sont jamais venus au Canada, qui ne connaissent pas un peu le marché, je vais vous donner une petite perspective un peu macro. Donc, le Canada, c'est 41 millions d'habitants, c'est 10 provinces, 3 territoires. On est dans un système politique fédéral où chaque province, en fait, a son propre exécutif, on va dire.
avec un système de taxes qui est double, donc la taxe fédérale et la taxe provinciale. Bon, ça pose un petit peu le décor. Chaque province a son propre Premier ministre et on verra dans le cadre de la franchise qu'il y a des réglementations qui sont différentes d'une province à l'autre. Donc là, ça pose un petit peu le cadre. Le marché de la franchise, écoutez, c'est un marché extrêmement dynamique au Canada et on en parlera un petit peu plus au Québec. On est sur des projections à peu près de 135 milliards de dollars. Donc, ça emploie un peu plus de 2 millions de Canadiens. Donc, si vous faites le ratio, le nombre de Canadiens sur 41 millions, on est à peu près à 5% de la population quand même qui travaille en franchise. Global, hein, pas simplement qu'actif. Si on les ramène sur la partie active, on voit que c'est quand même un acteur économique quand même très important. On a des progressions de 3,5%. Et puis maintenant, en fait, globalement, c'est évidemment le Canada est un peu le reflet de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de franchises américaines en fait qui pénètrent le marché canadien, mais pas que. Il y a des enseignes canadiennes qui sont très fortes et à succès, comme beaucoup dans le food, particulièrement, mais en même temps, vous avez des enseignes comme Tim Hortons, pour ceux qui connaissent, en fait, qui sont aussi présents dans d'autres pays. Ils ne sont pas encore présents en France, mais ils sont dans d'autres pays. Donc évidemment, on retrouve toutes les chaînes nord-américaines. Et si on s'arrête en fait au Québec, il y a une vraie barrière avec la langue. Donc le Québec, c'est 8,5 millions d'habitants sur les 41 millions. Le Québec, en fait, c'est un marché avec une loi un peu spécifique. Mais et si on compare les différents chiffres, le Conseil québécois de la franchise a décidé en fait d'intégrer dans les chiffres de la franchise tout ce qui est licence de marque, concession. Donc, ça élargit un petit peu le champ. Et sur le Québec, pour 8,5 millions d'habitants, quand on compte un peu tous ces systèmes de franchise différents, on est à 88 milliards de dollars. Donc, 88 milliards de dollars. Je pense qu'on est à 90 milliards d'euros en France. Donc, ce qui fait que pour la franchise, on doit être au Québec, c'est une franchise pour 350 habitants, alors qu'on est à une franchise pour 800 en France. Vous voyez, le taux de pénétration de la franchise s'explique par des secteurs d'activité qui sont très forts et donc qui pèsent dans les revenus. C'est tout ce qui est automobile et tout ce qui est pharmacie. Donc ça, c'est des secteurs qui sont peut-être un peu moins développés en France, mais ici au Québec et au Canada, je dirais que c'est quand même assez développé. Donc ça emploie 325 000 personnes, des progressions, je dirais qu'on a pris 8 milliards de dollars depuis 2022. Donc c'est une progression à 10%, ce qui est quand même assez impressionnant, au-dessus de la progression moyenne de l'économie. Un marché de la franchise qui se porte bien donc, au Canada et au Québec. On va y revenir dans un instant. Mais Alexandre a retrouvé le son, a retrouvé de la voix. Voilà. Ah non, toujours pas, Alexandre. Non, mince. C'est quand même incroyable. Ah si, ça y est. M'entendez-vous là? Oui. Oui? Oui. Parfait. Alexandre, on vous laisse vous présenter. J'ai eu un souci technique. Alors, écoutez, enchanté, merci d'être présent. Alors, Alexandre Normandin, je suis avocat en droit des affaires, comme Christophe l'a mentionné, membre du barreau du Québec depuis 15 ans, membre également du barreau de Paris. J'accompagne beaucoup de sociétés québécoises dans tout secteur confondu, incluant des franchisés et des franchiseurs. Je suis associé directeur d'un cabinet boutique en droit des affaires dans le Vieux-Montréal du nom de Nous Avocats. Donc, nous sommes 5 avocats et notre pratique est exclusivement en droit des affaires. Donc, nous sommes tout à fait aptes à accompagner des franchiseurs comme vous qui souhaitent étendre le réseau de différentes façons qu'on va élaborer avec Xavier selon votre modèle d'affaires au Québec. Voilà. Alors, un petit bout sur le sondage parce que c'est intéressant. Merci d'y avoir répondu d'ailleurs et puis continuez à le faire. Bon, en majorité, du moins à 30%, vous êtes dans le secteur de la food et à 30% dans le secteur de l'hôtellerie. Voilà.
Donc, ça nous donne une petite idée justement, et ça va nous permettre peut-être aussi d'aborder quelques exemples dans ces secteurs avec des enseignes de la food qui ont réussi au Québec. Juste une question, Xavier. Vous nous avez présenté le marché de la franchise au Canada et ensuite au Québec. Il y a de grosses différences tout de même au Québec sur ce marché de la franchise par rapport aux autres territoires du Canada? Oui, parce qu'en fait, je ne vais pas vous abonder de chiffres là, mais souvent ça parle quand même. C'est que sur 100 commerces, il y en a 35 qui sont en franchise au Québec. En Ontario, qui est la province voisine, hein, c'est Toronto, juste à côté, sur 100 commerces, c'est 85 qui sont en franchise. Donc le taux de pénétration, même si on est encore avec des chiffres au Québec qui sont très importants dans le poids de l'économie, on s'aperçoit qu'en fait, on est quand même dans une culture d'indépendants. Qui ont encore, en fait, qui se franchisent. C'est-à-dire qu'on est un peu ce qu'on pouvait connaître dans les années 70 dans certains secteurs en France, quoi. Donc, il y a des réseaux entiers qui ne sont pas franchisés, qui sont très indépendants, avec des modèles d'affaires qui sont différents, mais qui pourraient avoir des opportunités de se développer en réseau. Céline, j'ai vu votre message dans le chat. Voilà, Céline a une franchise de bar événementiel. Elle voudrait savoir un petit peu s'il faut partir en master franchise. Je vous promets, Céline, on va répondre à votre question avant 15 h dans ce live, parce que justement, on va aborder la question du véhicule justement pour s'implanter au Canada et au Québec. Quels sont les atouts, Xavier, du marché québécois pour un franchiseur français? La langue, déjà. Donc, ça facilite quand même je dirais le dialogue. Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on est séparés par la même langue. Parce que c'est pas parce qu'en fait, on parle français qu'on se comprend dans les affaires. C'est une façon très nord-américaine de… Tu m'excuseras, Alexandre, hein, vous n'êtes pas des Américains, mais globalement, la façon de faire des affaires est très nord-américaine. On peut le comprendre, hein, on est bercé quand même autour de ce monde anglo-saxon avec le premier partenaire qui est les États-Unis, qui reste encore les États-Unis. Donc, c'est sûr que le premier avantage, c'est ça. Le deuxième avantage, je laisserai peut-être Alexandre en parler. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais en tout cas, ça peut être un bon marché pour pouvoir être la porte d'entrée de l'Amérique du Nord et de tester, je dirais, le modèle d'affaires, la preuve du concept, sans avoir aussi un encadrement législatif qui est trop rigide. Mais je laisserai Alexandre, en fait. Exactement. Comme Xavier l'a mentionné un peu en introduction, en fait, au niveau juridique, il faut comprendre que le Canada, en fait, et politique, est un régime fédéral avec différentes provinces. OK? Alors, on a une constitution qui sépare les pouvoirs entre les provinces et le fédéral. Et donc, certains domaines, exemple, le droit criminel, c'est de régime fédéral, donc il y a le code criminel pour la grandeur du Canada, tandis que ce qui concerne d'autres sujets, c'est du régime provincial, dont ce qui relève, exemple, des franchises. Alors, chaque province a le pouvoir, en vertu de la Constitution de manière générale, notamment d'avoir sa propre loi sur la franchise, qui est le cas de quasi toutes les provinces, sauf notamment le Québec, le Québec n'a pas de loi sur la franchise et repose plutôt sur le Code civil du Québec et la jurisprudence qu'on va élaborer un peu plus tard en tant que tel. Donc, c'est un certain avantage parce que nous, notre droit, c'est le droit civil qui, en fait, comme en France, mais moins réglementé qu'en France en tant que tel parce qu'on n'a pas de loi spécifique. Donc, on en discutera. Mais Alexandre, on peut commencer à en discuter. C'est intéressant. Vous nous dites, bon, il n'y a pas véritablement de loi au Québec concernant la franchise. Qu'est-ce que ça veut nous dire finalement sur les contrats? Est-ce que les contrats sont assez différents finalement de la France? Non, je dirais que les concepts doivent demeurer les mêmes parce que, en fait, si on retourne même un peu plus haut, parce qu'exemple, Alberta, Ontario, Colombie-Britannique ont leur propre loi, comme en France, qui exige au moins 14 jours avant la conclusion d'un contrat de franchise ou avant de payer une somme au franchiseur, de divulguer des faits importants concernant le concept et concernant le projet.
Au Québec, on n'a pas de loi qui prévoit ça. Par contre, la jurisprudence est arrivée à la conclusion que le franchiseur a quand même un devoir, une obligation de bonne foi et d'information. Donc, en France, puisque en vertu de la loi, vous êtes déjà, en guillemets, habitué et obligé de divulguer des faits importants aux franchisés, notre conseil pratico-pratique, c'est de plus vous en donner comme en France, mieux c'est parce que vous allez remplir votre obligation de bonne foi et de transparence, mais vous avez un peu moins de risques juridiques parce que c'est moins encadré. Donc, plus vous en donnez, si vous donnez comme en France, avec certaines adaptations, vous n'êtes pas dans le champ gauche, autrement dit. Alexandre, ou Alexandre et Xavier, éclairez-nous justement là pour des franchiseurs qui nous regardent et qui souhaitent s'implanter au Québec. Qu'est-ce qu'il faut savoir vraiment en priorité concernant les règles juridiques avant de s'installer au Québec? Tu veux répondre, Alexandre? C'est-à-dire les règles juridiques, comme je dis, le saut est un peu moins important au Québec. Si vous décidez de sauter directement en Ontario ou en Alberta ou en Colombie-Britannique, il va falloir adapter votre document, notamment d'information en France au droit applicable dans chacune des provinces, tandis qu'au Québec, on peut l'alléger peut-être un peu, pas trop. Mais ensuite, là, c'est plutôt, je dirais, au niveau stratégique et opérationnel, le juridique va suivre votre plan d'affaires. C'est-à-dire que voulez-vous vous implanter, puis là, Xavier pourrait élaborer, vous implanter au Québec avec, quand je veux dire, vous allez créer une société qui va avoir la licence pour développer tout le Québec, qui va octroyer des sous-licences, ou vous allez à plusieurs franchisés individuels, ou vous allez vouloir trouver un franchisé qui va vouloir que vous allez, comment je peux dire, donner le devoir et l'obligation de développer à lui seul tout le Québec, donc plutôt territorial, ou encore souhaitez-vous avoir un plan d'affaires selon lequel vous allez être en joint venture, c'est-à-dire que vous allez trouver un partenaire, exemple au Québec, vous allez, par exemple, co-investir à 50% dans chacun des franchises. Alors, ça va dépendre du modèle d'affaires que, exemple, avec un conseiller comme Xavier, pourrait vous aider à élaborer. Et en fonction de ça, on va descendre les documents juridiques requis. Ouais, c'est intéressant, Xavier. C'est-à-dire qu'il faut se projeter aussi. Hein. C'est-à-dire que en fait, vous ne pouvez pas partir en fait en opportuniste. Alors, il faut être un peu opportuniste quand on est entrepreneur, c'est sûr, mais je dirais qu'en fait, il faut savoir dans quel pied on met son concept. Parce qu'en fait, on ne peut, vous savez, quand le fameux goodwill de la marque, on y est très attaché en fait en France, et puis c'est normal, on a bâti un concept, etc. On peut le détruire en 2 minutes parce qu'on a été trop opportuniste sur un certain nombre de points, et puis le fameux oui, mais chez moi, c'est pas pareil. On l'a entre Nogent-le-Rotrou et puis Le Mans. Quand vous êtes à 6000 km, si vous n'avez pas préparé votre entrée sur la matière et avoir fait la preuve du concept aussi, ça c'est important parce que ça reste la même chose. Un concept en franchise doit se dupliquer. S'il est duplicable, c'est que la preuve a été faite. Mais pour revenir un peu à votre question aussi, c'est qu'en fait, juridiquement, ici au Québec, c'est le Code Napoléon mélangé avec le Common Law. Donc, c'est un espèce de mixte de historique de ce qu'on peut reconnaître en France. Donc, l'adaptation des contrats, on part pas de zéro non plus, parce que quelqu'un qui veut adapter un contrat de franchise en France, c'est quand même assez facile de pouvoir, enfin je dis facile, je ne pas sous le couvert d'Alexandre, mais je dirais qu'en fait, on va l'adapter aux lois canadiennes et on ne va pas réinventer un certain nombre de choses. Par contre, vous allez en Ontario, vous allez un peu l'équivalent du DIP en France, c'est le Disclosure Document. Là, il va falloir travailler un peu les affaires. Donc, c'est ce que disait Alexandre, c'est quoi votre stratégie? La stratégie, c'est ne venez pas pour un magasin. Venez parce que vous voulez mettre un pied en Amérique du Nord. Si vous voulez commencer par le Canada, commencez par le Québec. Parce que c'est beaucoup plus facile, je dirais, ne serait-ce qu'en termes de compréhension, on est à 6 à 7h30 d'avion. Enfin voilà, il y a plein de choses qui paraissent logiques. Maintenant, il y a un certain nombre de concepts. Il faut vraiment créer la différence sur ce marché parce que
au Québec et au Canada, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à inventer, il y a tout à améliorer dans certains domaines. Et il y a des opportunités, comme je le disais tout à l'heure, de réseaux qui ne sont pas encore franchisés, qui ne sont pas franchisables, enfin qui sont franchisables et qui ne le sont pas, puis qui vieillissent. Donc là aussi, il y a des opportunités. On va y revenir évidemment. Et Sur je les vois des opportunités, questions au Thomas. sujet de la Oui, marque. Alors, François voilà, Ménard, qui est Oui, un alors Alexandre, juste, je vais vous poser la question parce que pour ceux qui vont, notamment qui voient ce Ouais. live en replay, n'ont pas les questions. Donc la question, elle est de Sylvain, de Fabrice, pardon, qui voulait savoir quels sont les délais moyens pour déposer une marque sur le marché québécois. Alors, j'ai mon confrère François Ménard qui est connecté, qui domaine de la franchise depuis 25 ans, qui a la bonne réponse parce qu'il dit le dépôt d'une marque se fait sous juridiction fédérale, c'est vrai, soit auprès d'une autorité canadienne, c'est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Délais sont de 24 à 36 mois pour obtenir un enregistrement. Donc, ça, c'est un sujet. Et aussi, cette question est intéressante parce que, comme dit Xavier, nous, on a le Code civil du Québec qui vient du Code Napoléon au départ. Donc, il y a des obligations de bonne foi, etc., en vertu du Code civil. Et selon la jurisprudence, il y a un arrêt fort au Canada qui s'applique au Québec en ajout des règles du Code civil. Donc, il y a une obligation de protéger de la marque et le réseau. C'est l'arrêt Duncan Brand Canada. Donc, la petite histoire courte, c'est qu'ici, il y a Tim Hortons qui est très connu dans le domaine du café et des beignes. Mais avant ça, il y avait Dunkin' Donuts qui était très présent. Quand Tim Hortons est arrivé sur le marché, Dunkin' Donuts ça a été jugé comme quoi il n'a pas assez soutenu sa marque quand Tim Hortons est arrivé et donc il a été condamné à plusieurs millions. Donc, il est important, autrement dit, il est important comme franchiseur d'enregistrer sa marque au Canada, ça c'est clair de toute façon, mais vous devez la protéger et avoir des stratégies pour, dans le fond, protéger votre réseau face à la concurrence, et etc. De manière générale, aussi en vertu de la jurisprudence, vous avez une obligation de collaboration et de soutien à titre de franchiseur. Mais tous ces concepts-là, en principe, vous les avez en France aussi. Tu sais, dans le fond, vous avez un concept que vous devez, pour votre propre organisation et pour votre réseau, de protéger et vous devez soutenir vos franchisés tout au long de la relation. C'est une relation de partenariat. Donc, vous allez mettre en place des formations, des événements, etc. Donc, on n'invente pas la roue non plus. Tu sais. Alexandre, juste pour bien comprendre là, les différences finalement sur le marché de la franchise et sur le contrat de franchise entre la France, le Québec et donc l'Amérique du Nord, on est sur les mêmes principes, droit d'entrée, royalties, redevances, ça fonctionne de la même manière? Oui. Pas de différence. Évidemment, vous n'allez pas être choqué de ça, mais sachez-le, au Québec, on a la Charte de la langue française, mais là, sachez qu'il faut tout rédiger en français. D'abord, tu sais, des fois, on peut penser, au Québec, on va rédiger en anglais, etc. Mais vous pouvez avoir une version en anglais, mais la langue officielle du Québec, c'est le français. Donc, dans la rédaction juridique, c'est aussi un atout quand on veut adapter vos documents de France vers le droit du Québec, c'est que pensez pas qu'on doit nécessairement tout traduire en anglais du jour 1, à part si, évidemment, vous trouvez des franchisés qui sont anglophones. Mais voilà. Alexandre, il y a aussi un autre point important, évidemment, il y a les règles juridiques et puis aussi les règles fiscales. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant d'avoir envie d'implanter un réseau donc au Québec, concernant ces lois fiscales? Qu'est-ce qui change avec la France? Vous posez des questions au niveau de Alexandre, la qualité? Oui. Ouais. Écoutez, ça, par contre, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion parce que je ne suis pas fiscaliste en tant que tel, donc je ne voudrais pas m'aventurer. Puis les règles fiscales changent continuellement. Là. Je ne sais pas si Xavier, tu as une certaine connaissance. Non, mais en fait, effectivement, la fiscalité, alors, on peut la prendre sur différentes choses, mais ça dépend en fait de votre stratégie d'implantation en fait. Si c'est de la filiale, si c'est de la joint venture, si c'est de la master franchise. Donc le paravent juridique, en fait, ce serait de créer en fait une structure locale qui détient les droits de la franchise
et qui sous licence ou qui sous franchise en fait ces futurs opérateurs, qu'ils soient franchisés ou succursalistes. Parce qu'en cas de problème, vous coupez. Puis il n'y aura pas de répercussions sur, je dirais, sur la société mère. Après, en termes de fiscalité, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on a, je dirais, des avantages. En fait, alors c'est pas un paradis fiscal, le Canada. Je dirais, c'est pas. Il y a des accords sur les revenus mondiaux entre la France et le Canada. Donc, je dirais que vous devez déclarer, je dirais, vos revenus, etc. Par contre, quand on est à l'intérieur d'une structure opérante, il y a des facilités. Il y a l'impôt sur les dividendes sont moindres. Il y a surtout, ça fera sourire vraisemblablement nos compatriotes français, mais c'est que la cotisation patronale, qui est très chargée en France, ici, en fait, est à entre 15 et 17%. Donc, on est vraiment sur, quand on bâtit un PNL, des projections, la variable d'ajustement, elle est justement au niveau du coût des charges salariales qui sont très avantageuses. Donc ça, c'est un élément fort avec la flexibilité du travail, puisqu'on est payé à l'heure ici. Donc, ça veut dire qu'on peut embaucher pour 2, 3 heures, 4 heures. Voilà, ça a d'autres contraintes, c'est qu'il faut attacher le salarié sur le siège parce qu'il peut partir pour 10 centimes de plus aussi. Donc, autant on peut le licencier facilement, mais autant c'est dans l'autre sens, c'est pareil aussi. Donc, la loyauté est différente. Oui, puis au niveau du style de la structure, je vois dans le chat, on parle de structure. Ici, c'est assez simple. Honnêtement, ça va être une société par action. OK? Alors, il n'y a pas plein de types de structures qui seraient vraiment utilisées. C'est une société par action. Et encore une fois, en vertu de la Constitution, c'est une compétence provinciale. Donc, chaque est partagée, en fait. Donc, chaque province a sa propre loi sur les sociétés par action, mais aussi le fédéral a la loi canadienne sur les sociétés par action. Toutefois, par exemple, quand on implante une société au Québec dont les administrateurs, par exemple, seraient uniquement français, moi, je privilégie la loi québécoise parce qu'il n'y a pas d'exigence de résidence canadienne pour les administrateurs, tandis que la loi fédérale exige que 25% du conseil d'administration soit composé d'administrateurs canadiens. Ensuite, que la structure soit en vertu d'une loi québécoise n'empêche pas cette société de faire affaire partout au Canada. Il suffit d'immatriculer l'existence de cette société dans les provinces concernées. Puis un point important, Alexandre, excusez-moi, c'est que la constitution d'une société se fait très rapidement et puis il n'y a pas de capital à mettre. Hein. Oui, effectivement. Alors, on va aborder justement ce point de la forme juridique parce que c'est quelque chose qui vous intéresse manifestement dans ce live. On a Fabrice qui nous pose la question, quel que soit le choix de la structure juridique, est-ce qu'il y a un souci à transférer le fruit de la redevance vers la France? Et puis après, on va juste répondre à la question de Céline concernant justement le choix du statut, de la forme juridique. Alors, pour répondre à la question de Fabrice concernant justement le transfert des fruits de la redevance. Ça se fait à partir du moment où vous avez une convention de gestion, il faudra une convention de gestion entre la société mère et la société fille, entre les deux. Et puis vous remontez les redevances sans difficulté. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un lien entre les deux. Après, ça peut être une filiale ou ça peut être une société différente, opérante, qui n'a pas forcément de lien. Ça, c'est une stratégie qu'il faudrait bâtir avec votre modèle d'affaires, votre business plan, et puis c'est quoi votre philosophie derrière la tête, en fait? Est-ce que vous voulez contrôler, pas contrôler? Est-ce que vous êtes plus en licence? Est-ce que vous êtes plus en franchise? Quels sont vos souhaits d'accompagnement en termes d'encadrement de votre future franchise ou pas? Ça part de là, quoi. C'est de faire un vrai diagnostic au démarrage sur votre développement. S'il est déjà à l'international et que vous avez des preuves qui ont bien fonctionné, on peut tout à fait les adapter et puis être capable de regarder avec la juridiction locale qu'est-ce qui est le mieux pour vous et le plus ce qui va vous protéger à la fois fiscalement et puis juridiquement. Alors, on va répondre justement à la question de Céline. Merci Céline d'avoir patienté. Céline qui a donc un réseau de bars événementiels et qui voulait savoir, on lui a conseillé en tout cas de se développer au Québec en master franchise. Xavier, quel est qu'est-ce que vous conseillez vous justement pour un réseau qui souhaite s'implanter au Québec? Quelle est la bonne forme juridique? Alors, je dirais que ça dépend beaucoup en fait
du modèle d'affaires, de la capacité d'attractivité du concept aussi. Parce qu'en fait, il y a des concepts, en fait, faut imaginer qu'en fait, vous êtes connu dans votre marché, mais ici, vous ne l'êtes pas forcément. Donc, il faut être capable d'avoir une vraie force de différenciation. En tout état de cause, la master franchise est un bon véhicule, mais vous n'aurez jamais, en fait, un master pour tout le Canada. C'est très rare parce que, justement, avec les juridictions, ça va plutôt fonctionner par province, voire par région. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un master pour Montréal, Grand Montréal, et puis ensuite le reste pour le Québec. C'est des territoires qui vont être découpés. Mais la façon la plus simple que j'ai pu voir depuis des années, c'est quoi qu'il arrive, qu'il y ait un master ou pas, le pilote pour le projet numéro 1 est essentiel et clé. C'est-à-dire qu'il faut amener le concept à rejoindre les codes de consommation locaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bâtir en fait la preuve du concept avec votre ADN sans la perdre et en même temps faire des ajustements nécessaires. Donc, ça nécessite de toute façon, même si c'est un master qui signe, il faut travailler avec un pilote et votre implication est essentielle, qu'elle soit financière ou autre. Il faut être prêt parce que de ce pilote-là va être la stratégie future. Aujourd'hui, tout est lié avec la preuve du concept et donc ça nécessite quand même un investissement de votre part qui soit en apport en capital ou en humain. En tout cas, il faut être prêt, quoi. Les conseils de l'avocat, peut-être, Alexandre, justement, sur le choix de la forme juridique et sur les formes juridiques les plus courantes aujourd'hui développées par les réseaux qui s'implantent au Québec. Comme on l'a mentionné, au niveau de la structure juridique, c'est une société par action. On recommande la loi de société par action du Québec de manière générale. Ensuite, moi, je ne peux pas dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. Xavier vient de mentionner. À la base, il est clair qu'il faut quand même qu'il y ait une société indépendante au Québec qui a des droits au niveau du territoire du Canada ou du Québec. Bon, partant de là, on peut, selon votre plan d'affaires, on peut décider selon les modèles courants. Est-ce que vous allez avoir un partenaire local qui va développer un territoire, là, ça sera une chose, etc. Un aspect qu'on n'a pas encore parlé et que je pense que c'est important d'évoquer maintenant, parce que ça a aussi un lien avec le juridique et la stratégie, c'est au niveau des emplacements. À partir du moment que votre concept, et souvent c'est le cas, repose sur, je veux dire, des locations spécifiques et donc qui amènent un certain achalandage, il faut se poser la question sur la stratégie juridique aussi par rapport à ces emplacements-là. Est-ce que vous êtes en mode que vous voulez faire l'acquisition de certains biens immobiliers et les louer aux franchisés? Est-ce que vous êtes plutôt en scénario où il faudrait envisager vous voulez contrôler tous les locaux vraiment, mais ça implique aussi des obligations d'être locataire et de sous-louer les locaux à vos franchisés? Ou vous souhaitez, pour diminuer peut-être un certain risque également, puis là, ça dépend toujours des négociations avec les locataires, plutôt prévoir que le franchisé est locataire et que vous, en tant que franchiseur, vous intervenez au bail et vous avez certains droits de reprise du bail. Alors, et ça, même du côté du pilote, aussi, il faut avoir toute cette réflexion parce que si vous, comment je peux dire, vous partez des pilotes, mais que dans votre plan d'affaires, vous souhaitez revendre certains magasins corporate, il y a certaines clauses dans le bail qu'il va falloir négocier en amont ou réfléchir en amont pour vous permettre ce processus, parce que souvent au Québec, dans les baux commerciaux, il est prévu qu'un changement de contrôle, c'est-à-dire un changement d'actionnariat de la société, équivaut à une cession de bail qui demande le consentement du locataire. Alors, il y a tout un... je ne sais pas si vous aviez Non, c'est un point très important, ça, parce que
tout dépend un peu de votre stratégie de développement de marché. Est-ce que vous voulez signer le bail? Est-ce que vous voulez pas que ce soit votre société qui signe le bail? Tout ça, c'est des éléments à risque. Mais globalement, en fait, pour répondre à la question un peu macro, c'est toujours mieux d'avoir un partenaire local qui connaît le marché. Que ce soit un franchisé qui pourrait devenir potentiel master avec un pilote. En général, c'est un peu comme ça que ça fonctionne le mieux, je dirais, parce qu'en fait, on essaye de… Alors, vous avez deux scénarios. Soit, en fait, vous rentrez en filiale, et auquel cas, c'est vous qui assumez les risques, vous créez la structure, vous développez, vous faites des ajustements, et ensuite, la preuve du concept, quand vous êtes prêt, vous vous développez. Ou vous trouvez une façon, j'ai un franchisé qui a un potentiel de devenir master régional, mais vous voulez contrôler votre concept. Donc, vous créez une structure commune à 50-50. Pour les questions fiscales, en général, c'est mieux de faire 50-50. Après, il peut y avoir une convention d'actionnaire pour savoir qui décide quoi ou quoi, mais je dirais que c'est le scénario qui marche plutôt pas mal, avec une possibilité pour le franchisé, après 1 an d'exercice, de se dire je rachète l'emplacement à un prix qui est déjà prédéfini. Donc, il y a une vraie complicité, une vraie interaction entre les deux. On a envie que ça fonctionne, ça rassure aussi le franchisé local. Il y a une implication après qui peut être financière, pas forcément financière, mais il y a plein de façons de trouver. Mais c'est toujours mieux d'avoir, dans les deux scénarios, moi j'aurais tendance à dire que avant de se lancer à trouver un bon master, parce que les masters aujourd'hui, en fait, vous êtes aussi coincés si demain ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, c'est déjà d'amener votre concept avec un premier pilote, avec un franchisé qui a un peu de potentiel, parce que c'est déjà bien d'amener la marque, de trouver les codes de consommation, mais de l'aider avec une interdépendance entre le franchiseur et le franchisé, avec un contrat cadre qui se développe. Ouais. J'aimerais qu'on avance, parce que je vois que ça file au niveau de l'horaire, mais on va répondre à la question de Céline dans le chat, qui justement fait écho à vos propos, Xavier, sur le partenaire local. Vous parlez de partenaire local. Comment le trouver, ce partenaire local? En fait, vous nous demandez. Donc, ça, c'est une première chose. Non, mais plus sérieusement, il y a aujourd'hui, le monde est un village. Donc, en fait, vous pouvez aussi avoir, par exemple, des demandes sur votre site web en disant moi, j'aimerais bien développer ça. Ça peut être des entrants, des gens qui se baladent dans les salons, qui ont vu votre concept, etc. Après, il faut les qualifier, évidemment. Donc, ça, c'est un travail important par rapport à votre profil type de partenaire. Mais autrement, il y a énormément il y a des différentes façons de présenter le concept. Il y a des formules d'annuaires, il y a des réseaux comme l'Express d'ailleurs, en fait, qui permettent de développer la marque et de positionner sur le marché canadien, puisqu'en fait, il se lance sur le marché canadien. Donc, ça peut être une belle opportunité. Il existe des salons. Donc, c'est un marché extrêmement dynamique en salon. Donc, les salons sont beaucoup plus petits. C'est un peu à l'image des forums franchise Lyon ou autres, très, très pragmatiques. Il y en a 13 ou 14. Donc, il y en a déjà 3 à Montréal par année. Il y en a 3 ou 4 à Toronto. Il y en a 2 en Alberta, à Vancouver, etc. Donc, c'est en permanence, souvent au printemps et à la rentrée. Les salons, en fait, de Montréal sont plus petits que ceux de Toronto. Mais globalement, c'est lié un peu à la population. Donc, faire un salon, tester son concept, des annuaires et puis de la prospection autrement par des réseaux. Donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ça peut être aussi l'adossement d'un portefeuille de marque à un gros joueur ici. On en parlera peut-être un peu plus tard. Donc, avec des partenariats effectivement possibles entre réseaux de franchise des deux côtés de l'Atlantique. On y reviendra aussi. Voilà. Je voulais juste, parce que c'est vrai qu'on aime bien dans ces rendez-vous que ça soit aussi finalement assez concret. Xavier, je vous poserai la même question, Alexandre, ensuite. Xavier, pour un réseau qui souhaite s'implanter aujourd'hui au Québec, quels sont les pièges à éviter? Quels sont les pièges d'ailleurs, quelles sont les erreurs fréquentes que vous rencontrez, Xavier? Je dirais que c'est une mauvaise, une gestion de l'opportunité trop rapide, en fait. Quand je dis qu'il faut quand même être opportuniste, mais il faut quand même préparer son affaire. Moi, je dis systématiquement à tout le monde, venez voir, faites un voyage exploratoire. Ça commence par là. C'est d'être capable de pouvoir sentir, regarder. On vous organise un agenda personnalisé dans le secteur d'activité, panorama du marché, mais ce n'est pas des PowerPoint, c'est du terrain.
on voit la concurrence, on voit comment ils mangent, comment ils boivent, c'est quoi les codes de consommation. On se met vraiment à la place de l'entrepreneur qui veut implanter son concept avec la vision franco-française, peut-être internationale, mais qui ne connaît pas en fait le marché nord-américain ou qui a déjà été aux États-Unis, puis ça a été un peu difficile, et puis qui revient en repli sur le Canada. Donc, il y a plusieurs scénarios, mais on part dans l'exploration de marché. Ça, c'est très, très important. Et on met en place en fait un certain nombre d'experts qui sont capables, de façon très concrète, de vous dire c'est un vrai go ou no go. Et voilà. Je vais vous donner la parole, Alexandre, dans un instant avec la même question, mais finalement, Xavier, puisqu'on a aussi beaucoup aujourd'hui avec nous de réseaux de la food, c'est si différent que ça, le marché québécois au niveau de la food, au niveau de l'hôtellerie, au niveau des autres secteurs? En fait, je dirais que la France se rapproche pas mal du marché québécois, hein. Donc, on américanise quand même beaucoup les concepts en France. Je dirais qu'en fait, la grosse différence, c'est qu'en fait, tous les commerces sont ouverts 7 jours sur 7. Ça, déjà, c'est à prendre en compte au niveau du personnel, de l'organisation, etc. La deuxième chose, c'est qu'on a 3 mois, quand on est sur rue, ou de janvier à mars, le climat peut jouer aussi en termes de trafic. Donc, on est beaucoup dans les… Il y a encore un marché retail et de centres commerciaux qui sont extrêmement dynamiques ici. Extrêmement dynamiques. Parce que si vous n'aimez pas la nature, vous allez magasiner. En gros, c'est un peu ça, hein. Le Canada, c'est des grands espaces, la nature. Donc, les gens vont beaucoup dans les centres commerciaux, donc beaucoup dans les food courts, en fait, comme on connaît maintenant un peu partout. Donc, je dirais que la restauration rapide a pris énormément le pas. Les gens mangent tout le temps, à toute heure, mangent beaucoup plus tôt. Donc, les codes de consommation sont différents. Et puis, c'est surtout que Montréal, c'est une grande métropole avec beaucoup de communautés. Vous allez à Toronto, c'est multiethnique, pluriculturel. Vancouver, c'est 50% d'asiatiques. Donc, quand vous avez des recettes, en fait, ce n'est pas un Canada, c'est des Canadas, quoi. C'est des capables de pouvoir changer les choses. Bon, mais quand vous faites Montréal, en général, si vous faites le Québec, ça marche bien à Toronto. L'inverse est plus compliqué parce qu'ils sont très nord-américains et je dirais le Québec est quand même un art de vivre assez proche, en fait, je dirais, de nos cousins français. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir tester quand même son concept dans un premier temps au Québec. Alexandre, sur les pièges à éviter. Les pièges à éviter, ça revient un peu à ce que Xavier dit, c'est quand on veut aller trop vite, on dit, exemple, au Québec, ça parle français, puis finalement, c'est plus sévère en France au niveau juridique, donc je peux prendre mes documents puis faire ça comme ça. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt le conseil, c'est-à-dire que au niveau de l'exploration, il y a toute la définition de ça va être quoi le modèle d'affaires, ça va être qui le partenaire, de quelle manière, selon quelle étape, et impliquer, exemple, pas préjume ma paroisse, mais impliquer l'avocat dès le début, que ça soit au niveau aussi quand on parlait des offres de location pour les emplacements, il y a toute une stratégie juridique derrière ça pour vous permettre ensuite de revendre certains emplacements, certaines sociétés que pilotent ou etc. Donc, ça fait partie de la réflexion. Donc, le piège, c'est, en guillemets, d'escamoter volontairement ou involontairement le côté peut-être juridique par rapport à ça. Donc, moi, je vous invite, suite à l'événement, de nous contacter, Xavier et moi. Ça va nous faire plaisir aussi de prendre un 30 minutes, une heure sans frais, juste pour brainstormer avec vous de votre projet. Et voilà, l'idée, c'est de nous, ce qui nous intéresse, c'est de bâtir des relations à long terme avec nos clients, de les accompagner, de voir leur succès. Et donc, il ne faut pas que n'ayez pas peur d'appeler, de discuter avec vos conseillers en amont, ne pas attendre d'avoir des documents déjà signés, par exemple, puis là, il est trop tard. Et puis, j'ajouterais quelque chose, Christophe, si vous permettez, c'est que, vous savez, en France, moi, j'ai été chef d'entreprise, on prend l'avocat quand on a un problème. Ici, il faut le prendre dès le démarrage, parce que c'est un vrai conseiller, en fait. Parce qu'on est dans le pays,
en tout cas dans le continent, où on a mis des chats dans le micro-ondes et puis que la personne a gagné des millions parce que ce n'était pas marqué sur la notice. Hein. Donc, l'aspect juridique est quand même très important. Et ce sont aussi des conseillers et des partenaires d'affaires parce qu'ils sont en réseau et ils peuvent être… c'est important de pouvoir vous entourer de gens qui ont un bon réseau de qualité et puis qui sont capables d'accélérer votre business. En fait, faites pas l'économie de ça parce que aujourd'hui, on a des exemples très concrets, hein, on peut en parler, de gens qui ont bien fait les choses et puis ça fonctionne. On va donner justement les exemples. François Ménard dans le chat, finalement, fait écho à vos propos. Xavier dit le piège à éviter, il faut planifier l'après premier rétablissement. Il faut avoir une vision moyen-long terme. Évidemment, voilà, la planification, on comprend évidemment que c'est un point très important. Et puis, alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est aussi peut-être bête de dire ça, mais c'est la distance. Il y a 6000 km et ce n'est pas rien, Xavier. Hein. Oui, parce qu'en fait, on est sur un fuseau horaire de, bon là, on a 5 heures, mais c'est 6 heures. On voit très bien que quelque part, la façon de pouvoir communiquer, d'échanger, même si on a les WhatsApp, on a les mails de ce monde et puis les visios, s'il y a un problème, il faut être capable quand même de pouvoir agir vite au nom de votre marque. Parce que vous ne pouvez pas la galvauder, en fait. Ça, c'est très important parce que c'est votre ADN, c'est ce que vous avez bâti. Il faut surtout être capable de pouvoir corriger ce qui est à corriger. Mais en même temps, je dirais que ça se passe relativement bien quand les choses ont été bien démarrées au départ. Si les choses sont extrêmement claires avec votre partenaire, il y a des moyens de se voir, de se rencontrer, d'échanger. Ce qui est très important, c'est toute la période de formation et d'ADN de la marque, en fait, pour votre partenaire. Il va falloir que ça se fasse en France, ça c'est certain, ou en tout cas dans votre concept européen. Et ça, c'est clé. Donc, voilà. Allez, on va vous donner justement un ou des exemples de réseaux de franchise qui ont réussi au Québec. Et puis, Xavier, Alexandre, vous allez nous dire quelles sont les clés de réussite de ces réseaux. Xavier, comment ça? Oui, en fait, écoutez, il y a plusieurs marques françaises en fait qui se sont développées. Alors, la franchise, c'est comme un serpent de mer. Hein. C'est un coup on franchise, un coup on reprend, un coup on refranchise, un coup on reprend. Et des exemples comme Trois Brasseurs qui sont là depuis des années. Ils ont commencé par un master franchisé, puis ensuite ils ont repris en succursale, et puis là ils repartent en franchise. Mais c'est l'enseigne la plus québécoise ou canadienne. La plupart pensaient que c'était canadien, quoi. Donc ils sont là depuis les années 86-87. Donc ça date. Une belle réussite. Des Yves Rocher sont présents sur le marché. Mais je dirais que celui qui pénètre un peu plus là, actuellement le marché, puis qui fait de la bonne façon, c'est Columbus Café, par exemple. Donc Columbus Café, qui lui a investi dans 3 succursales en 2020, en pleine pandémie. Donc il a fait sa première succursale. Il a pris le jour où il a ouvert, ils ont fermé le Québec. Hein, donc c'était un peu compliqué. Mais ils ont ouvert en fait un premier pilote. Et ils ont suivi vraiment toute la méthodologie qui fait qu'aujourd'hui, ils en ont à peu près 25-30. Là, ils ont prévu une centaine d'ici quelques années. C'est très agressif. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'un coffee shop à l'américaine pourrait apporter de plus? En fait, c'est l'offre salée, le côté Frenchy aussi, qui fonctionne bien. Là où, et un peu d'opportunisme, parce qu'en fait, il y a au moment où Starbucks quittait un peu les centres-villes et partait en drive, eux, ils ont repris de l'immobilier commercial et c'était une belle opportunité. Donc, je dirais que… Columbus aussi, puis quand on revient un peu dans notre exposé sur les stratégies, je crois qu'eux ont une stratégie variée parce qu'ils ont certains joint ventures, certains franchisés uniques. Donc, aussi, tout ce qu'on a dit, c'est pas on fait juste ça comme ça ou ça comme ça, comme ça. Il y a une flexibilité possible aussi dans votre stratégie. Mais tout est parti effectivement de la preuve du concept, c'est-à-dire qu'ils ont investi pour ouvrir un premier pilote, regardez, ça fonctionne, et ensuite il y a eu une attractivité du concept, et puis ils se sont adaptés juridiquement pour ce qui les arrangeait, quoi. Donc, Voilà, encore une fois, on apporte la preuve du concept et puis ensuite on se développe. On a une question dans le chat sur à quel moment du projet justement faut-il se développer au Québec? Est-ce qu'on peut y aller en tant que jeune réseau ou il faut être déjà bien implanté en France? Alors ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, on a tendance à dire, en fait, la première chose, c'est finissez le maillage en France déjà pour bâtir
votre solidité financière. Parce que dépendamment de votre organisation, si vous n'avez pas entre 20 et 30 points de vente, là, le franchiseur n'est pas rentable encore. Donc, vous avez beau calculer tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas avec les 6% de redevance et puis un peu de ces choses comme ça. Enfin, peut-être un peu moins, dépendamment. Si vous êtes dans le service à la personne, c'est différent. À partir du moment où vous avez des points de vente, c'est un peu plus compliqué. Donc, je dirais que il ne faut pas laisser passer le train. Si vous avez des bonnes opportunités, mais il faut les préparer. Mais ce n'est pas évident quand on est un vrai jeune réseau, parce qu'on l'a vu, il y a des... vous allez être bicéphale, vous êtes en train de monter votre réseau en France, vous avez toutes les problématiques qu'il y a, il faut financer la croissance, etc. Puis à l'international, vous avez peut-être un potentiel partenaire, mais vous ne le supportez pas. Alors, est-ce que vous voulez vous développer plutôt en licence parce que vous ne voulez pas laisser passer l'opportunité, auquel cas votre encadrement est peut-être moindre, mais en même temps avec le risque qui va avec. Je dirais que c'est une question qui est délicate parce qu'à un moment donné, ça nécessite quand même un investissement humain et financier de votre part pour pouvoir lancer ce nouveau pays. Donc, c'est vous qui... Si vous avez un fonds d'investissement derrière qui vous pousse et puis vous dit il faut ouvrir les pays, ce n'est pas la même chose que si vous êtes tout seul aux manettes à développer votre business, quoi. Alexandre, sur les clés de réussite d'un réseau, voilà, quelles sont ces clés de réussite justement pour s'implanter au Québec et implanter son réseau? Xavier les a nommés. Ouais, vous en avez d'autres peut-être? C'est-à-dire, il y a des cas assez connus. Tim Hortons est partout. Il y a aussi beaucoup, tout au niveau des épiceries. Donc ici, il y a IGA, Métro, il y a des gros joueurs au niveau épicerie qui sont reconnus. Donc c'est assez varié. Ouais. Et alors, juste, on a commencé à en parler, Xavier, mais sur les possibilités aussi de se développer, il y a les partenariats. Et là, puisqu'on parle d'exemples, il y a des partenariats, notamment dans le secteur de la restauration, qui ont bien fonctionné entre acteurs français et acteurs québécois. Oui, alors ça, c'était... alors, il faut être un peu créatif. Des fois, quand... je pense que c'est Céline qui disait comment on fait pour trouver des franchisés, des masters. En fait, ça a été un peu le cas pour une franchise qu'on connaît comme Otakos, là, vous connaissez tous en France, qui nous avait approché pour essayer de trouver au départ des multi-franchisés pour aller plus vite et puis des franchisés. Voilà. Puis en fait, on a fait un travail, on s'est dit que dans ce domaine-là, la clé, c'est celui qui détient à la fois les opérations et l'immobilier. Donc, il faut aller trouver un partenaire qui aurait un taux de pénétration assez rapide sur le marché avec une vraie connaissance des bailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce modèle d'affaires, si vous rentrez en food court ou si vous rentrez dans les rues, c'est pas forcément la même stratégie parce que dans les centres commerciaux sont détenus 85% des meilleurs centres commerciaux qui sont détenus par 10% des propriétaires. Donc, c'est extrêmement concentré. Ça, c'est important, ouais. Donc, ça, c'est extrêmement concentré. Puis, on l'oublie souvent, la stratégie immobilière commerciale est quand même clé. Donc, il faudrait un partenaire. Dans ce cas-là, c'était d'aller screener le marché et de regarder un peu quel type de partenaire pourrait supporter cette marque-là. Mais souvent, quand on approche avec une marque française, un partenaire, il y a un intérêt, parce que tout est opportunité ici quand même, on est en Amérique du Nord, se dire, oui, mais je veux bien, mais est-ce que toi, tu peux m'aider en France ? Et on l'a fait dans différents secteurs. D'ailleurs, on a vu le groupe Wagram de Columbus Café qui a pris Copper Branch, qui est une marque canadienne, parce qu'il y a eu des discussions avec... on est déjà un pied sur le Canada, on rencontre du monde. Ah bah tiens, vous êtes organisé, structuré en réseau, pourquoi vous ne m'aideriez pas ? On l'a vu avec les boulangeries Ange, qui sont présents au Canada, au Québec, avec une quinzaine d'emplacements, rencontrer le patron de la cage au sport qui s'est monté à Bordeaux. Et ils ont monté en fait des exemples. Et dans le cadre de Otakos, ça a été un petit peu ça, c'était de se dire, dans le portefeuille de marque, ça peut compléter un portefeuille de marque d'un gros joueur existant ici, qui a l'immobilier commercial, les opérations, le modèle de développement. Et donc, et qui a aussi une marque qui est présente en France et qui avait besoin de se développer. En fait, il y a eu un maillage où 2 franchiseurs sont devenus master franchisés l'un des l'autre en créant une structure, en disant je te monte 50 restaurants au tacos et puis toi tu me montes 50 restaurants pit à pit en France. Ah, puis c'est food tastic. Hein.
Voilà, donc c'est le groupe Foodtastic qui s'est développé comme ça. Ouais, avec qui à l'enseigne Pita Pit. Voilà, donc il y a eu un deal, voilà, entre les deux, entre donc Kotako et puis Pita Pil. Là-dessus, d'ailleurs, l'avocat qui parle, quand vous avez un franchiseur qui arrive ici, qui aurait plusieurs marques différentes, évidemment, vous avez un devoir de faire attention que les marques ne portent pas concurrence l'une à l'autre pour vous franchiser. Donc, il y a un équilibre aussi à faire attention à ce niveau-là. Ouais, point important, évidemment. Vous faites bien, effectivement, Alexandre, de le signaler. Allez, il nous reste 5 minutes dans ce live. Donc, c'est vraiment la dernière chance pour poser vos questions. Allez-y. Donc, nos experts répondent à vos questions. Et j'aimerais tout de même, Xavier, qu'on aborde un point qu'on n'a pas encore abordé, ou au tout début, on l'a évoqué. C'est justement sur les opportunités en session reprise, parce qu'il y a aujourd'hui de véritables opportunités en session reprise au Québec. Voilà, donc là, si on parle du marché québécois, donc il y a à peu près 50 000 entreprises qui devraient fermer d'ici les 5 prochaines années, faute de relève. On est dans une population vieillissante. Cette relève existe aussi dans les réseaux de franchise, donc les réseaux matures. En général, on est à peu près à 5% de gens enfin en tout cas dans les réseaux, 5% de renouvellement de contrat ou de fin de contrat. Pour certains, c'est 15 à 20%. Donc, il y a des véritables enjeux de relève de concepts existants et d'opportunités de reprise. Alors, il y a un vrai changement de paradigme avec nos cousins du Sud, qui ne sont plus trop des cousins, parce qu'en fait, depuis la nouvelle administration, il y a un véritable, je dirais, tollé pan-canadien, ce qui fait que même les provinces entre elles, qui étaient plutôt indépendantes, se sont plutôt resserrées. Et je dirais que c'est un exemple d'économie, je dirais, patriotique, puisque la plupart des bouteilles de vin dans la SAQ, qui est la société en fait des alcools du Québec, c'est le monopole d'État en fait, tout était retiré. Les Canadiens québécois ne vont plus aux États-Unis ou très peu. Donc il y a un vrai, ils ont été insultés. Voilà, en gros, ça a été une insulte. Donc il y a un rapprochement très fort entre la France, l'Europe, on va dire, et puis le Canada. C'est une volonté de notre Premier ministre. Et donc, je dirais que c'est dans ce cadre-là, toutes les entreprises qui ont déjà un pied de part et d'autre de l'Atlantique, il y aura déjà avec l'accord de libre-échange, ça nous aide, parce qu'en fait, il n'y a quand même pas de taxes à l'entrée pour certains types de produits. Donc, ça favorise quand même les échanges. Donc, il y a un renforcement et une diversification des marchés. Donc, vous allez voir dans quelques années, parce que ça prendra un peu de temps, si les conditions continuent aux États-Unis, des opportunités entre les deux continents très fortes, avec beaucoup d'opportunités de reprise et de cession, que ce soit des réseaux à maturité ou des petits réseaux qui décident en fait de relever, de vendre. Donc il y a des belles pépites en fait qui sont présents au Canada et au Québec avec une opportunité de reprise. Et là, on rentre dans le cadre de l'accompagnement d'une session de fusion-acquisition qui est aussi une autre façon de pénétrer le marché. Ouais. Oui. Merci, en tout cas, c'était important, Alexandre. Et puis le conseil par rapport à ça, c'est que le premier document phare au Québec qu'on utilise pour avancer un dossier de fusion-acquisition, c'est une lettre d'intention qui prévoit les paramètres généraux de la transaction à parfaire sous réserve de votre vérification diligente. Et vous, en tant qu'acheteur, vous négociez une clause d'exclusivité de négociation pendant une certaine période avec une clause de confidentialité. Donc, ça aussi, on pourra en parler plus en détail. Le temps va nous manquer. Mais et souvent, la lettre d'intention, encore une fois, comme avocat, on peut intervenir sans être devant les gens d'affaires discutent entre eux. Mais nous, en guillemets, dans l'ombre, on peut rédiger ou réviser la lettre d'intention pour vous s'assurer que vous ayez tous les éléments importants pour la suite du processus.
Alexandre, justement, vous parlez de business. Vous avez la particularité, on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous connaissez bien les deux marchés. Vous connaissez bien la France, vous connaissez bien, évidemment, le Québec, puisque vous êtes québécois. Est-ce que la manière de faire des affaires, est-ce que la manière de faire du business est vraiment très différente au Québec qu'en France? Ben, je dirais que oui. Xavier, je pense que c'est justement une erreur que les gens pensent que c'est la même chose. Disons que Xavier a plus d'expérience que moi en France. Moi, j'accompagne beaucoup de sociétés ici, là. Mais Xavier, quel est ton Ah non, ressenti? je dirais, comme on dit, on est séparés par la même langue, mais la façon de faire des affaires, un exemple très, très concret, c'est que ne serait-ce que si on, dans le cadre d'une acquisition ou d'une cession, on va vouloir en France, on aura, d'abord, il y a Infogreffe, donc on peut avoir accès aux chiffres. Ici, on n'a pas ça. Donc, ça veut dire qu'il faut faire ses devoirs pour être capable de bien comprendre, je l'achète à quel prix, est-ce que ça vaut ça, et puis les états financiers, est-ce que c'est les mêmes façons de les voir et de les lire, et puis, en général, la rentabilité et les profits sont aussi sujets à la stratégie fiscale du preneur. Donc, il peut y avoir des entreprises qui n'ont pas de profit parce qu'ils ont tout fait pour essayer d'éviter de payer les impôts. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas l'argent. Mais en même temps, quand on lit les bilans, on se dit, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas multiplier tant de fois les EBITDA, tant de fois les valeurs, le profit net. Donc, je dirais que ça, c'est une vraie différence. C'est l'accès à l'information. Et puis, la deuxième chose, c'est on doit faire des offres rapidement parce que le train passe vite. Les délais sont courts ici. C'est pour ça que je dis, quand on parle de lettre d'intention, c'est très business. 3-4 pages, bing bang, je m'excuse l'expression. Et donc, le but de la lettre d'intention, au lieu d'aller sur une offre de location, une offre d'achat de 25 pages, on part sur quelque chose de très straightforward, 3-4 pages, point firm, tac, 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 pour avancer les négociations. Donc, il y a un rythme assez rapide. Oui, puis ce qui est important, c'est qu'il faut bloquer l'affaire. C'est une façon, oui, mais est-ce que je vais m'engager? Alors là, il y a dans la lettre d'intention, est-ce qu'elle est binded ou pas? C'est un peu le terme, est-ce qu'elle est ficelée ou pas? Ça, c'est des termes juridiques, mais globalement, ce qu'il faut voir, quand il y a une bonne affaire, vous négociez même pas le prix au début. Vous pouvez le négocier après. Moi, c'est le conseil que je vous donne parce que tout est négociable après, lors de la vérification diligente. Le plus important, c'est de mettre les conditions dans la lettre d'intention. C'est conditionnel à vérification diligente, un visa s'il y a un visa, la lecture d'un bail, différentes choses que l'avocat va pouvoir vous mettre. Mais vous avez 60 jours ou 30 jours ou 90 jours, bloquez votre affaire. Pendant ce temps-là, en fait, vous avez le temps de négocier. Le prix n'a pas d'importance. Je caricature, hein, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est important. Et François nous dit toujours dans le chat, au-delà des documents juridiques, c'est une question de culture, évidemment, de comprendre aussi la culture. Et il dit, et il a raison certainement, et évidemment, il faut aussi le préciser, que c'est finalement beaucoup plus similaire de faire des affaires entre la France et le Québec qu'entre les pays asiatiques ou du Moyen-Orient, évidemment, tout de même. Voilà, effectivement. Merci François de ces précisions. Il est 15h02, on va clôturer ce live. Si vous n'avez plus de questions à poser à nos experts, on va leur laisser le mot de la fin, peut-être avec un dernier conseil ou peut-être un point que vous n'avez pas abordé, que vous aimeriez nous partager. On va commencer avec vous, Alexandre. Ben, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que on vous invite à communiquer avec nous suite à l'événement. Ça va nous faire plaisir, Xavier et moi, d'avoir une réunion commune avec vous pour discuter de votre projet plus en détail et de manière gratuite. Si Fanelli d'ailleurs peut mettre peut-être vos coordonnées justement dans le chat, ça serait pas mal. Si au moins voilà de mettre, donc on rappelle, un no avocat, voilà, et puis de mettre peut-être les coordonnées de Classe Affaires pour Xavier. Voilà, parfait. On va vous mettre tout ça. Xavier, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que peu importe que vous veniez ou que vous ne veniez pas, venez voir. Vous prendrez de toute façon un bol d'air frais au sens propre comme au sens figuré. On reprend toujours des bonnes idées. Je dirais que dans le contexte actuel dans lequel vous vivez, nous vivons tous, on a besoin de travailler, de rencontrer, de voir comment ça se passe avec les autres réseaux. Vous rencontrerez des gens, peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, mais le vrai message, en fait, il est là, c'est que le monde est un village. Sortez un peu la tête de l'eau, regardez ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment toujours bénéfique.
parce que ça va vous donner un souffle d'air frais. Et je pense qu'on en a tous un petit peu besoin dans les rencontres. Et je dirais que le partage d'expérience est important. Et ce qui est très chouette ici au Québec, c'est qu'on ne passe pas par 40 000 strates pour aller voir les patrons, parce qu'ils sont à la disposition et tout est opportunité. Et vous allez sûrement peut-être rencontrer des partenaires lors de ces voyages-là, qui sait, en disant « Ah oui, j'ai bien une belle affinité ». On l'a vu encore il y a 2 semaines avec un franchiseur français qui, dans le cadre du voyage exploratoire, a trouvé lors du dernier rendez-vous, ils ont presque signé ensemble. Voilà, donc ça se fait comme ça. Donc c'est assez intéressant. Donc je vous invite à venir découvrir ce merveilleux pays. Voilà, et puis on va évidemment vous inviter à nous donner vos mails, et puis on va mettre voilà, Alexandre, si vous voulez mettre votre voilà, Alexandre a mis donc son adresse mail, vous pouvez faire un copier-coller, et puis Xavier, je sais que vous êtes sur LinkedIn, on peut également vous contacter via LinkedIn. Voilà. Hein, c'est une bonne façon d'entrer en contact avec vous. Voilà. Merci infiniment à tous les deux d'avoir pris du temps ce matin pour vous, voilà, pour justement nous éclairer sur comment implanter un réseau au Québec. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous allez recevoir d'ici quelques minutes un lien pour le replay si vous n'étiez pas avec nous au tout début de ce live. Comme ça, vous pourrez voir l'intégralité de ce rendez-vous. Et puis ce lien, vous pouvez évidemment le partager autour de vous si vous avez des gens qui sont intéressés pour s'implanter au Québec, eh ben, faites-le. Voilà. Merci encore une fois. Merci. Puis on vous souhaite à vous, Xavier et Alexandre, une belle journée. Oui. Et puis à vous, Français, une bonne après-midi. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.